Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est l'histoire d'un chanteur qui ne voulait pas être abandonné. Résumé un peu abrupt dans le cas de Kenji Girac, mais pour le procureur de la République, c'est la piste à suivre. Oui, l'artiste a bel et bien retourné l'arme contre lui. C'est ce qu'il a dit aux enquêteurs. Reste à savoir s'il a fait feu volontairement ou par maladresse. Là aussi, la justice penche pour un suicide simulé après une dispute avec sa compagne qui menaçait de le quitter. Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 dans le Grand Ouest. Pas d'intervention d'un tiers, pas un tir accidentel non plus. Dimanche dernier, toute la journée, Kenji Girac boit beaucoup, un peu plus de 2 grammes d'alcool dans le sang, selon les estimations médicales. Les analyses révéleront aussi des traces de cocaïne. Ivre, quand il revient dans sa caravane, le chanteur se dispute avec sa compagne. D'autant qu'en rentrant, il a réveillé leur petite fille. Entendant sa femme évoquer son départ, l'artiste, seul dans le salon, la petite et sa mère sont dans la chambre, va s'emparer du pistolet qu'il a acheté quelques jours plus tôt, 500 €. Olivier Janson, le procureur de la République de Mont-de-Marsan. Il ne dit plus que le coup est parti involontairement. En fait, cette impulsion a consisté pour lui à vouloir faire peur à sa femme. Il indique qu'il a eu lui-même très peur quand il a entendu parler de départ. En quelque sorte, il a simulé un suicide, dit-il. Il précise qu'il a alors omis de vérifier si le chargeur comprenait des munitions ou pas. Il le croyait vide, dit-il, et c'est volontairement qu'il s'est tiré dessus. Quelques expertises sont en cours d'achèvement, mais le magistrat explique que cette procédure sur le plan judiciaire devrait donc se terminer par un classement. Mont-de-Marsan, Stéphane Place, Europe 1. Une nouvelle affaire maintenant, une affaire présumée de guet-apens, met en lumière le rôle potentiellement néfaste du site de rencontre Coco. Enquête ouverte à Cholet après la violente agression d'un homosexuel tabassé par plusieurs individus et dépouillé. C'était il y a 2 jours. Ce réseau social soupçonné d'être à l'origine de la mort de Philippe aussi à Grande-Synthe. Ce site est toujours actif, mais il intéresse de plus en plus les enquêteurs. William Molinier. Il est régulièrement pointé du doigt par les familles de victimes et les associations. Coco, ce site internet refuge des délinquants en quête de discrétion, officie depuis une décennie sans jamais être inquiété. En 2022, la plateforme bulgare est partie s'héberger à Guernesey. L'île britannique se trouve en dehors de l'Union européenne, a priori hors d'atteinte des autorités françaises. Sauf que depuis l'automne dernier, le règlement européen dit DSA permet de poursuivre les plateformes dans le monde entier dès lors que des citoyens européens sont ciblés. L'occasion pour Véronique Rondeau-Abouli, avocate spécialiste du numérique, de tester cette nouvelle disposition. Les utilisateurs eux-mêmes peuvent considérer que l'utilisation du réseau social porte atteinte en tant que telle à leur vie privée. Ça ne serait pas forcément insensé de saisir les juridictions au titre de la protection qui leur est donnée par le DSA. Les utilisateurs, mais aussi l'État, via l'Arcom, pourraient, selon l'avocate, contraindre la plateforme au regard du droit européen pour la forcer à modérer davantage, voire à la fermer définitivement. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Il est 7h04 sur Europe 1. La campagne pour les élections européennes, le baromètre Opinionway pour Europe 1, CNews et le JDD confirment la large avance du Rassemblement national dans les intentions de vote. 30% pour le RN qui continue de faire la course en tête, loin devant la liste de Valérie Ayé reléguée à 12 points. Dans son rétroviseur, la candidate de la Macronie voit revenir le socialiste Raphaël Glucksmann, crédité de 13% d'intention de vote. Oui, Emmanuel Macron, lui, était en mission hier à l'université de la Sorbonne, sauver l'Europe d'une mort certaine si elle n'évolue pas. Et en creux, le chef de l'État cherche aussi à sauver la candidate Ayé. C'est aussi ce que lui reprochent les oppositions, le Rassemblement national qui engage le bras de fer avec Emmanuel Macron. Présentation du programme du RN pour ces européennes. Son président Jordan Bardella cherche à prendre le chef de l'État à contre-pied sur son terrain favori, l'Europe. Alexandre Chauveau. Oui, un projet bâti sur 2 piliers, protéger et produire. La protection d'abord, avec un renforcement des frontières, en faisant de Frontex une vraie agence de lutte contre l'immigration clandestine. Protection également des intérêts économiques de l'Union, en luttant contre la concurrence déloyale en matière de libre-échange. La production ensuite, pour tenter de réduire les dépendances de l'Europe. Cela passerait notamment par une coopération européenne des pays favorables au nucléaire, censée permettre, grâce à une énergie à bas coût, la réindustrialisation du continent. Jordan Bardella, tête de liste du RN aux élections européennes. Ce que nous prenons pour de l'ouverture et de la générosité est en réalité perçu par nos concurrents comme de la faiblesse, du renoncement et bien souvent comme de la naïveté. Nous incarnons, je le crois, ce projet de redressement, profitable tout à la fois à notre pays et à notre continent. Au Rassemblement national, le discours d'Emmanuel Macron hier à la Sorbonne est vu comme un engagement personnel dans la campagne. En cas de défaite, il devra donc en tirer toutes les conséquences, affirme Jordan Bardella, qui demandera, en cas de victoire le 9 juin prochain, une dissolution
résolution de l'Assemblée. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Un retour à la normale dans les aéroports français ce matin après la grande pagaille d'hier. Le jeudi noir annoncé s'est bien produit malgré l'annulation de la grève des contrôleurs aériens. Plusieurs centaines d'avions cloués au sol et des aéroports parfois désertés. Après les aiguilleurs du ciel, les pilotes. Manifestation à 11h ce matin à Roissy à l'appel du SNPL. Le principal syndicat dénonce la place de plus en plus importante prise par l'intelligence artificielle dans les cockpits et donc les menaces sur l'emploi. Une fausse inquiétude pour Xavier Titelman, consultant en aéronautique. Aujourd'hui, il faut bien être clair, il y a 2 pilotes dans les appareils, quel que soit l'avion, voire 3 ou 4 pilotes quand on va faire des vols qui vont dépasser 10, 12, 14 heures de vol. L'objectif des compagnies aériennes qui n'arrivent pas à recruter des pilotes, c'est de pouvoir faire en sorte que oui, il y aura toujours 2 pilotes au décollage et à l'atterrissage, mais sur un vol très long, on pourrait imaginer qu'un pilote se retrouve seul aux commandes pendant quelques dizaines de minutes, peut-être 1 heure, et que l'autre pilote puisse aller se reposer. Mais ça veut dire qu'on aurait un pilote qui serait tout seul dans le cockpit, qui serait encore plus assisté par des systèmes d'intelligence artificielle et également des systèmes de suivi de ses performances. Est-ce qu'il est en train de s'endormir? Est-ce qu'il est totalement en train de vérifier ce qui se passe dans la machine? Et c'est ça la sécurité que pourrait apporter l'intelligence artificielle si jamais on passe avec moins de pilotes dans les avions. Xavier Titelman, consultant en aéronautique avec Antoine Bienvaux. On choisit ses copains mais rarement sa famille, dit le chanteur Renaud. On peut aussi choisir son nom, possibilité offerte par la loi depuis 2 ans. Près de 150 000 Français l'ont fait, démarche effectuée en majorité par les 18-29 ans selon l'INSEE. Et puis du cinéma dans ce journal, le Luxor, le Rex, le Paramount, la Fondation Pathé ressuscite l'âge d'or des palais du cinéma. Et des salles mythiques parfois en danger, on pense à l'UGC Normandie des Champs-Élysées qui devrait bientôt fermer. La Fondation Pathé a donc décidé de les faire revivre à sa manière. Visite guidée avec Marie Giquel. Le Rex et son style art déco, le Luxor et ses mosaïques égyptiennes très modernes à l'époque, le Paramount surnommé le Ritz des cinémas parisiens et le géant Gaumont Palace. Le Gaumont Palace dans les années 30 avec sa façade majestueuse pleine de lumière, on dit qu'on voyait ce puits de lumière très loin dans Paris. Ces temples du cinéma aux façades ornées de néons, métamorphosés ou rasés, ressuscitent ici à travers des photos, des affiches, alors à l'époque pas encore de pop-corn, mais des loges pour les plus riches, des restaurants et même des garderies pour enfants. Axel Huyghe est l'un des commissaires. Pour se différencier du théâtre, les architectes pensent au siège face à l'écran et non plus tourner sur le côté pour pas tourner la tête. L'aération, très importante puisqu'on peut fumer dans la salle. Des orchestres, balcons, mezzanines. Donc le spectacle est aussi dans la salle, effectivement. Une exposition en lien avec l'ouverture en juin prochain du Pathé Palace. Nouvelle salle pensée par l'architecte Renzo Piano sur les grands boulevards à Paris. Le retour des monuments ciné avec l'option popcorn. Marie Giquel du service culture d'Europe 1. Puis tiens, le sport, 31e journée de Ligue 1 ce week-end avec un Montpellier-Nantes en guise de hors-d'œuvre ce soir. Coup d'envoi à 21h. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h.